Attachez-le, ordonne-t-il, la voix monocorde. Les cordes de chanvre s'enroulent une fois, deux fois, trois fois autour du coffre. Chaque nœud resserre une vie entière de déception. Les ministres détournent les yeux. Les dames de la cour mordent leurs manches. Le cœur du roi bat plus fort que les tambours d'une procession royale, mais ses mains ne tremblent jamais. À l'intérieur, des ongles grattent à bois contre les os dans une lutte désespérée. Le coffre bascule. Le poids de Sado heurte le côté. Un serviteur entend des respirations courtes et rapides. Les petits animaux font ce bruit quand les filets se referment. L'humidité transforme le coffre en fournaise. Chaque inspiration vole plus d'air qu'elle n'en donne. Ouvrez-le encore, prévient Yongjo, et Joseon mourra avec lui, scellant à la fois le destin et le cercueil. Le couvercle est cloué. La cour retrouve son calme, brisé seulement par le grattement rythmique, et légère d'un prince qui lutte pour un avenir déjà enseveli. Ici, sous le ciel matinal de Anseong, un père exécute son fils par asphyxie, choisissant la mort la plus lente qu'un monarque puisse concevoir. Pour saisir cet instant inimaginable, nous devons remonter aux rêves d'enfance, aux peurs croissantes et à la folie grandissante qui ont conduit un royaume à sacrifier son prince héritier. Mais avant que le sort de Sado ne soit scellé, il y avait un autre héritier du trône, le prince Hyojang, et lorsqu'il avait 9 ans, il mourut subitement. Personne ne savait comment. Personne n'osait demander pourquoi. Et dans cet instant de mort mystérieuse, le destin d'un tout petit fut scellé. Cela se passa en 1735, lorsque le prince héritier Hyojang s'effondra soudainement lors d'une journée ordinaire à la cour. Un instant, il étudiait des textes confucéens. L'instant d'après, il était au sol, en proie à des convulsions. En quelques heures, l'héritier du trône de Joseon était mort. Le palais s'embrasa de murmures. Certains parlèrent de poison. D'autres chuchotèrent sur des esprits vengeurs. Mais le roi Yongjo n'avait pas le temps pour des enquêtes. Il avait besoin d'un nouvel héritier immédiatement. Son choix se porta sur son deuxième fils, Yisan, plus tard connu sous le nom de prince Sado. L'enfant avait à peine 15 mois, apprenant encore à marcher avec assurance, mais le protocole exigeait une action rapide. Le royaume avait besoin d'un héritier, alors ce bébé, cet enfant innocent qui formait à peine ses premiers mots, reçut le poids de toute une nation sur ses frêles épaules. La cérémonie eut lieu 3 jours après la mort de son frère. Imaginez ceci. Un tout petit vêtu de robes cérémonielles et si lourdes qu'il pouvait à peine tenir debout, confus et pleurant, alors que des centaines d'officiels s'inclinaient devant lui. Il devint le plus jeune prince héritier en 500 ans d'histoire coréenne. Les Dledlindist, courtisans y voyaient une bénédiction. Ils n'avaient aucune idée qu'ils assistaient à la formation d'une malédiction, mais la mort n'en avait pas fini avec cette famille. Le palais où ils installèrent le nouveau prince, héritier avait sa propre histoire sombre. C'était le pavillon Josudang, et les serviteurs se signaient avant d'y entrer. 2 ans plus tôt seulement, dans ces mêmes pièces où bébé Sado grandirait, quelque chose de terrible s'était produit. Dame Jeng avait été la concubine favorite du roi Yongjo jusqu'à ce qu'on la surprenne à pratiquer des rituels chamaniques. Le crime tentait de maudire la reine par magie noire. On trouva des preuves cachées sous les planchers, des poupées grossières, des offrandes brûlées et des choses plus étranges que les registres officiels refusèrent de nommer. La colère du roi fut absolue. Il ordonna son exécution, mais pas n'importe laquelle. Elle mourut dans ce pavillon, et certains disent que ses cris résonnent encore dans les murs. Maintenant, il plaçait un tout petit dans ces mêmes pièces. Les nourrices rapportèrent des choses étranges dès le début.
L'enfant fixait des coins vides et pleurait. Il tendait les bras vers des choses qui n'étaient pas là. Une vieille servante quitta son poste après 3 jours, affirmant avoir vu l'ombre d'une femme traverser les murs. Mais ces récits furent rejetés comme superstition. Après tout, c'était la cour éclairée de Joséon, pas un village arriéré. Les murs de sa nurserie cachèrent des secrets plus sombres. Des ouvriers, rénovant des décennies plus tard, trouveraient d'étranges symboles gravés dans les poutres en bois. Des charmes, protecteurs, avaient été dissimulés dans toute la structure, placés par des serviteurs, essayant de protéger le jeune prince de ce qui pouvait hanter cet espace. Mais si ces charmes étaient censés fonctionner, ils échouèrent spectaculairement. Le roi Yongjo rendait visite à son fils quotidiennement dans ses premières années. Les registres montrent un père ravi de son tout petit vif et joyeux. Sado apprit à parler plus tôt que la plupart des enfants. Il montrait une mémoire remarquable pour les visages et les noms. Le roi le faisait sauter sur ses genoux, le proclamait l'avenir de la Corée. Ces moments de tendresse rendraient l'horreur ultérieure encore plus insupportable. Mais même alors, quelque chose n'allait pas. La nourrice en chef le remarqua la première. L'enfant avait des épisodes où il cessait soudainement de jouer et fixait le vide. Ses pupilles se dilataient, et il murmurait des mots dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Ces crises duraient des minutes, parfois plus. Quand elles se terminaient, il n'en gardait aucun souvenir. La nourrice rapporta cela au conseiller du roi. Ils lui ordonnèrent de se taire. Ce que les serviteurs chuchotaient à propos de ce pavillon révélerait prophétique. Ils disaient que l'esprit de Dame Zheng n'avait jamais quitté les lieux. Ils disaient qu'elle attendait. Certains prétendaient l'entendre. Murmurèrent au jeune prince la nuit, lui enseignant des choses qu'aucun enfant ne devrait savoir. D'autres insistaient que le bâtiment lui-même était maudit, construit sur un ancien cimetière. La vérité était probablement plus simple et plus triste. Un tout petit traumatisé, poussé dans une position impossible, grandissant dans des pièces qui résonnaient d'une mort récente. À 3 ans, le prince héritier Sado pouvait réciter un poème complexe de mémoire. Il pouvait nommer chaque ministre de la cour. Il connaissait le protocole exact pour une 12aine de cérémonies différentes. Tout le monde s'émerveillait de son intelligence. Le roi Yongjo vantait son brillant héritier aux ambassadeurs étrangers. L'avenir semblait radieux. Et dès l'âge de 3 ans, la torture déguisée en éducation commença. Imaginez ceci. Un garçon de 3 ans, à peine capable de former des phrases complètes, se tenant devant toute la cour royale alors, que son père lui demande d'expliquer une théorie politique complexe. La scène se déroulait mensuellement dans la grande salle du trône. Le petit Sado, vêtu de robe royale miniature, se tenait sur une estrade pour que les ministres puissent le voir. Le roi Yongjo posait des questions sur la gouvernance, la philosophie confucéenne et la stratégie militaire. L'enfant bégayait des réponses mémorisées, ne comprenant pas la moitié des mots qu'il prononçait. Quand il faisait des erreurs, et quel enfant de 3 ans n'en ferait pas, le visage du roi s'assombrissait. « Faux !» criait Yongjo. « Le prince héritier de Corée ne peut pas commettre d'erreurs aussi élémentaires. » Toute la cour observait dans un silence gêné, tandis que le roi réprimandait son fils tout petit pour avoir mal prononcé des termes chinois classiques. Parfois, ces sessions duraient des heures. L'enfant vacillait sur ses pieds, épuisé, tandis que son père exigeait la perfection. L'emploi du temps éducatif était inhumain. Sado se réveillait à 4 heures du matin pour pratiquer la calligraphie. À 5 heures, il récitait des textes classiques. Les leçons du matin couvraient l'histoire, la philosophie, les mathématiques et l'astronomie. L'après-midi apportait la stratégie militaire,
l'économie et le droit. Le soir signifiait plus de calligraphie, plus de mémorisation, plus de tests. Il étudiait 14 heures par jour. Rappelez-vous, nous parlons d'un enfant d'âge préscolaire. Mais l'humiliation publique n'était que le début. Le roi Yongjo avait des idées étranges sur la construction du caractère. Il croyait que les épreuves forgeaient la force. Alors, il trouva des moyens créatifs d'humilier son fils. Si Sado montrait de la peur pendant les orages, le roi le faisait rester dehors sous la pluie. S'il pleurait d'épuisement, le roi prolongeait ses heures d'étude. Chaque faiblesse devenait une leçon. Chaque leçon devenait un traumatisme. Les critiques physiques étaient implacables. Yongjo trouvait à redire sur la façon dont son fils marchait, trop lentement, signe de paresse. Il se moquait de la manière dont le garçon tenait son pinceau, une prise faible, montrant un caractère médiocre. Même les expressions faciales de Sado attirèrent les critiques. Le roi passa 1 heure à sermonner le garçon de 5 ans sur la manière dont son sourire révélait une faiblesse morale. Le garçon apprit à garder un visage impassible, ne montrant rien. Puis vint le blâme cosmique. En 1740, une sécheresse frappa la Corée. Les récoltes échouèrent, les gens mouraient de faim. Le roi Yongjo réunit la cour et pointa du doigt son fils de 5 ans. Les échecs moraux du prince héritier ont irrité le ciel, déclara-t-il. Son inadéquation apporte la souffrance à notre peuple. L'enfant resta là, absorbant l'accusation qu'il était personnellement responsable de milliers de morts. Chaque tempête qui frappait la Corée devenait sa faute. Quand des inondations détruisèrent des villages, le roi convoquait Sadoët, énumérait ses échecs éducatifs, les reliant à la catastrophe naturelle. Les tremblements de terre signifiaient que le prince avait manqué de respect. Les épidémies provenaient de sa mauvaise calligraphie. Le message était clair. Chaque imperfection chez cet enfant causait de réelles souffrances dans le monde. La cour observait ces scènes avec une alarme croissante. Les ministres chuchotaient entre eux sur les méthodes sévères du roi. Mais qui pouvait défier le père royal? Certains tentèrent des suggestions discrètes. Le premier ministre Jo Hyun-myung osa dire un jour « Votre Majesté, le prince héritier est encore très jeune ». La réponse de Yongjo fut d'augmenter la charge d'études de Sadoët, de bannir Jo de la cour pendant 1 mois. Le garçon commença à avoir des épisodes où il perdait conscience. La première fois, lors d'une session de critique particulièrement dure, Sado, âgé de 6 ans, s'effondra simplement au sol. Les médecins de la cour ne trouvèrent rien de physiquement anormal. Il s'était juste éteint, son esprit refusant de supporter davantage d'abus. Ces évanouissements devinrent fréquents. Parfois, il s'effondrait en plein milieu d'une phrase en récitant des textes. Le roi voyait cela comme une faiblesse supplémentaire. Dame S'ennuie, la mère de Sado, tenta de le protéger. Elle se glissait dans ses quartiers, la nuit, avec des friandises et des jouets. Elle le serrait dans ses bras, pendant qu'il sanglotait sur ses échecs. Mais son influence était limitée. Le roi contrôlait tous les aspects de la vie de son fils. Quand il découvrit ces sessions secrètes de réconfort, il interdit à Dame S'ennuie de voir Sado pendant 3 mois. La dernière source de chaleur du garçon disparut. Le point de rupture survint lors d'un examen public alors que Sado avait 7 ans. Il était censé composer un poème sur le devoir filial. Épuisé, terrorisé, poussé au-delà de l'endurance. L'esprit du garçon devint vide. Il resta là, la bouche ouverte, incapable de produire un seul mot. Le silence s'étira. Les ministres se tortillaient, mal à l'aise. Le visage du roi Yongjo devint violet de rage. « Infamie !» hurla-t-il. « Tu déshonores tes ancêtres, tu es indigne de la couronne. » La tirade dura 1 heure. Sado resta figé tout du long, des larmes coulant sur son visage.
quelque chose derrière ses yeux sembla se briser ce jour-là. Les témoins dirent bien plus tard que c'était comme voir une lumière s'éteindre. À 10 ans, l'esprit de Sado commença à se fracturer, et c'est alors que le dieu du tonnerre apparut. Le texte taoïste était censé apporter l'illumination. Au lieu de cela, lorsque Sado ouvrit le Chugyong en 1752, quelque chose d'autre ouvrit les yeux et le regarda. Sado avait 17 ans lorsqu'il trouva le livre caché dans la section réservée de la bibliothèque royale. L'Okchugyong, ou écriture du pivot de jade, promettait de révéler les secrets de l'immortalité et du pouvoir divin. Pour un jeune homme écrasé sous des attentes impossibles, désespéré de trouver une forme de contrôle, cela semblait être le salut. Il le lut à la lumière d'une bougie, traçant les étranges symboles avec son doigt. Le texte décrivait des rituels pour communiquer avec des êtres célestes. Il parlait du dieu du tonnerre, Lei Gong, qui punissait les méchants et accordait du pouvoir aux méritants. Sado effectua la méditation prescrite, suivant les instructions du livre à la lettre. Il jeûna pendant 3 jours. Il brûla des encens spécifiques. Il psalmodia les noms sacrés. La 3e nuit, quelque chose répondit, que les chroniques décrivent ce qui se passa ensuite en termes prudents. Sado prétendit qu'une silhouette se matérialisa dans sa chambre. Massive, brandissant des tambours et des marteaux, des yeux comme des éclairs. Le dieu du tonnerre parla, mais pas avec des mots. Le message s'imprima directement dans l'esprit de Sado. Tu es choisi, tu es maudit, tu connaîtras le pouvoir à travers la douleur. Puis vint le son du tonnerre, si fort qu'il brisa la poterie dans tout le palais. Les serviteurs le trouvèrent le lendemain matin, inconscient sur le sol. Quand il se réveilla, il était changé. Il ne supportait plus les bruits forts, le tonnerre le plongeait dans une terreur paralysante. Mais plus inquiétante encore était dans ses nouvelles compulsions. Il insistait sur le fait que certains caractères chinois étaient contaminés et refusait de toucher tout document qui les contenait. Le caractère pour tonnerre le terrifiait particulièrement. Il brûlait tout papier où il apparaissait. À partir de cette nuit, chaque orage devenait une visitation. Sado se recroquevillait dans un coin de sa chambre, les mains sur les oreilles, criant que Lei Gong venait pour lui. Il prétendait que le dieu était en colère à cause de promesses qu'il avait brisées, bien qu'il ne pût jamais expliquer lesquelles. Les serviteurs du palais apprirent à se préparer pour ces épisodes. Ils capitonnaisaient les murs pour qu'ils ne se blessent pas en se débattant. La peur se propagea à des concepts liés. Le caractère pour ciel lui rappelait le tonnerre. Alors, il brûlait aussi ses documents. Puis nuages, puis pluie, puis des dizaines d'autres. Ces gestionnaires durent réécrire les documents officiels, trouvant des moyens créatifs d'éviter ces mots interdits. Les papiers d'État devinrent des casse-têtes linguistiques, dansant autour d'une liste croissante de terreurs. Mais la peur du tonnerre n'était rien comparé à ce qui suivit. Sado commença à voir le dieu du tonnerre en plein jour, dans les miroirs, à la surface de l'eau, dans les visages des serviteurs. Il pointait l'air vide et criait « Il est là, ne le voyez-vous pas ?» Les médecins de la cour essayèrent de nos remèdes à base de plantes, acupuncture, et même firent venir des moines bouddhistes pour des exorcismes. Rien ne fonctionnait. La réaction du roi Yongzhou était prévisible. Il voyait la terreur de son fils comme une faiblesse, les hallucinations comme un échec moral. Lors d'un orage, il traîna Sado dehors et le força à s'agenouiller dans la cour. « Confronte ta peur comme un homme !» cria-t-il sous la pluie. Sado s'effondra, convulsant. Un éclair frappa le mur du palais à quelques mètres de là. Même le roi recula alors, bien qu'il n'admît jamais sa peur.
Le concept de contamination s'étendit au-delà des caractères. Certaines couleurs devinrent interdites. Le bleu profond lui rappelait les nuages d'orage. Certains tissus semblaient vibrer comme le tonnerre contre sa peau. Il se dénudait plutôt que de porter de la soie qui sonnait faux. La liste des objets interdits croissait quotidiennement. Gérer son environnement devint une occupation à plein temps pour des dizaines de serviteurs. Dame Hung-yong, son épouse, tenta de comprendre. Elle s'asseyait avec lui lors des moments calmes, lui posant des questions sur ses visions. Sado décrivait le dieu du tonnerre, avec des détails horrifiants, l'odeur d'ozone, le poids du jugement divin, la promesse de pires choses à venir. Il dit que je ne souffre pas assez, chuchotait Sado. Il dit que la véritable punition n'a pas encore commencé. Les serviteurs remarquèrent qu'il avait commencé à brûler ses vêtements. Cela commença avec les vêtements portés pendant les orages, qu'il prétendait infectés par la présence de l'Aigong. Puis, tous les vêtements qui touchaient ceux contaminés. Bientôt, il brûlait des garde-robes entières. Des robes de soie, valant des fortunes, partaient en fumée. Il se tenait nu près du feu, regardant les flammes, murmurant des prières dans des langues que personne ne reconnaissait. Le sommeil devint impossible. Sado faisait les 100 pas toute la nuit, vérifiant le ciel à la recherche de nuages d'orage. Il créa des rituels élaborés pour repousser le tonnerre, des motifs précis de marche, des nombres exacts de prières, des arrangements soigneux d'objets. S'il était interrompu, il recommençait. Ces cérémonies pouvaient durer 6 heures. Quiconque les perturbait risquait sa colère. Le développement final était le plus inquiétant. Sado commença à prétendre qu'il était le dieu du tonnerre, envoyé pour purifier le palais à travers la souffrance. Il se tenait sur le toit pendant les orages, les bras écartés, riant alors que les éclairs déchiraient le ciel. Les gardes devaient se le retenir physiquement pour l'empêcher de sauter, convaincus qu'il pouvait voler vers le ciel. Bientôt, s'habiller chaque matin deviendrait un rituel de mort. Chaque lever de soleil au palais apportait la même terreur. Survivriez-vous à aider le prince héritier à s'habiller? La cérémonie vestimentaire commençait à l'aube. 20 serviteurs se rassemblaient devant les appartements de Sado, chacun portant différents vêtements. Ils attendaient, écoutant les sons venant de l'intérieur. Parfois, ils entendaient des pleurs, parfois des rires, parfois rien, ce qui était pire que tout. Puis la porte s'ouvrait et le pari quotidien avec la mort commençait. Sado avait développé ce que les registres du palais appelaient prudemment difficultés vestimentaires. En réalité, il croyait que ces robes étaient possédées par des esprits. Chaque vêtement devait être présenté dans un ordre précis. Le sous-vêtement en premier, tenu à exactement 1 bras de distance, trop près, et il prétendait qu'on essayait de l'étrangler. Trop loin, et on montrait du manque de respect. La marge d'erreur se mesurait en pouces. Le processus d'inspection était méticuleux. Sado examinait chaque fil, chaque couture, cherchant une contamination surnaturelle. Il tenait la soie à la lumière, cherchant des caractères cachés, tissés dans le tissu. Parfois, il sentait les vêtements, prétendant détecter l'odeur des fantômes. Si quelque chose semblait incorrect, et il y avait toujours quelque chose, le vêtement était rejeté. Un mauvais pli signifiait la mort. Ce n'était pas une hyperbole. Au printemps 1761, un jeune serviteur, nommé Park plia, la manche gauche sur la droiteau, lieu de la droite sur la gauche. Sado saisit le garçon à la gorge. « Tu essaies de m'habiller pour l'enterrement » cria-t-il. « Seuls les cadavres portent la gauche sur la droite. » Le temps que les autres serviteurs l'arrachent, Park était mort. Ils emportèrent son corps tandis que Sado continuait de s'habiller comme si de rien n'était. La pile de vêtements rejetés croissait chaque matin.
Sado essayait des robes, les déclarait contaminées et exigeait qu'elles soient brûlées, pas seulement enlevées, brûlées immédiatement où il pouvait regarder. Les serviteurs apportaient des braseros dans la chambre d'habillage. L'odeur de la soie brûlée devint synonyme du lever du soleil au palais. Les jours difficiles, il brûlait jusqu'à 30 tenues complètes avant d'en trouver une acceptable. Les marchands de soie ne pouvaient suivre le rythme des brûlages. Le trésor royal saignait de l'argent pour acheter des vêtements de remplacement. Les couturières travaillaient toute la nuit, créant de nouvelles robes, sachant que la plupart seraient en cendres avant midi. Le ministre des Finances présentait des rapports montrant que le budget vestimentaire dépassait celui de l'armée. Le roi Yongjo refusait d'intervenir. Le prince héritier doit s'habiller convenablement, était son seul commentaire. La violence s'intensifiait chaque mois. Sado gardait des armes dans sa chambre d'habillage, épées, dagues, même une arbalète. Il les saisissait quand il était mécontent de la manière dont les serviteurs tenaient ses vêtements. La mort de la couturière Kim fut particulièrement brutale. Elle avait brodé un motif qu'il interpréta comme des symboles maudits. Il lui tira une flèche en pleine explication. Elle se vida de son sang sur des robes de soie valant, plus que ce que sa famille gagnerait en 10 vies. Les survivants développèrent des stratégies. Ils tiraient au sort chaque nuit pour déterminer qui présenterait quels vêtements. La personne assignée à la robe extérieure, la pièce finale et la plus dangereuse, rédigeait des lettres d'adieu. Les serviteurs créèrent des signaux manuels pour communiquer pendant la cérémonie, alertant les autres des changements d'humeur de Sado. Ils rembourrèrent leur corps sous leurs uniformes, espérant survivre assez longtemps pour que l'aide arrive. Même sa concubine favorite n'était pas à l'abri. La concubine Bing Ai avait servi Sado pendant des années. Elle connaissait ses préférences mieux que quiconque. Elle avait développé une capacité presque surnaturelle à prédire quelle robe il accepterait. Son comportement doux pouvait parfois calmer ses rages. Les autres serviteurs la considéraient comme leur ange gardien. Elle avait sauvé des dizaines de vies en redirigeant sa colère. Mais la maladie mentale ne suit aucune logique. Certains matins, Sado s'habillait rapidement et efficacement, plaisantant avec les serviteurs comme le prince charmant qu'il avait été autrefois. D'autres jours, la cérémonie s'étirait sur 6 heures, laissant le sol jonché de soie brûlée et parfois de corps. L'imprévisibilité était une torture en soi. On ne savait jamais quel Sado émergerait de ses chambres. Le tribut physique sur Sado était évident, debout pendant des heures, examinant d'innombrables vêtements, s'épuisant dans des rages. À la fin de la cérémonie, il était trempé de sueur, tremblant d'épuisement. Parfois, il s'effondrait, et le processus devait recommencer à son réveil. Les serviteurs vieillissaient de plusieurs années en quelques mois. Beaucoup développaient des troubles nerveux, sursautant aux mouvements brusques, incapables de dormir. Dame Higong tenta d'intervenir. Elle suggéra des vêtements plus simples, moins d'options. La réponse de Sado fut de l'exclure complètement des cérémonies matinales. Il prétendait que sa présence contaminait le processus de purification spirituelle. Elle ne pouvait qu'attendre dehors, écoutant les cris et les fracas, priant pour que les serviteurs survivent un jour de plus. La soie brûlée devint une montagne. Les jardiniers du palais se plaignaient de devoir se débarrasser des cendres. La fumée endommageait les peintures et les tapisseries dans les quartiers royaux. Les dignitaires visiteurs remarquaient l'odeur constante de tissus brûlés, chuchotaient sur la folie du prince héritier. Pourtant, les cérémonies continuaient, devenant plus élaborées et mortelles. Et puis vint le matin où sa bien-aimée Bing commit une petite erreur avec ses robes. Bing avait été sa favorite.
Elle savait exactement comment il aimait que ses robes soient arrangées. Mais ce matin de 1761, ses mains tremblèrent, juste une fois. Le matin commença comme des centaines d'autres. Bengday entra dans les appartements de Sado, portant sa robe de soie bleue préférée, celle brodée de grues dorées. Elle avait personnellement inspecté chaque fil la veille. Elle avait brûlé de l'encens purificateur dessus. Elle avait même dormi à côté, pour s'assurer qu'aucun esprit maléfique ne touche le tissu. Toutes les précautions avaient été prises. Sado semblait calme ce matin-là. Il avait bien dormi. Pas de cauchemar à propos du dieu du tonnerre. Il sourit quand Bingay entra, complimentant même sa coiffure. Les autres serviteurs se détendirent légèrement. Les bons matins comme celui-ci étaient devenus rares. Peut-être survivraient-ils tous jusqu'à midi. Bingay s'approcha avec la robe, la tenant à la distance parfaite, la broderie de grue tournée vers l'extérieur. Puis son pouce glissa, juste un léger mouvement, à peine perceptible. Le pli près du col se déplaça d'un demi-pouce, peut-être. L'aile de la grue pointait désormais vers le bas, au lieu du haut. Dans un monde rationnel, cela n'aurait pas d'importance. Mais la rationalité avait fui les appartements du prince héritier depuis longtemps. L'expression de Sado changea instantanément. Le sourire disparut. Ses pupilles se dilatèrent. « Tu m'as maudit », murmura-t-il. Une grue orientée vers le bas signifie la mort qui descend. Bingay tomba immédiatement à genoux, s'excusant, expliquant que c'était un accident, mais Sado n'écoutait pas. Il saisit l'épée décorative sur sa table de toilette. Les autres serviteurs se figèrent. Ils avaient vu cette transformation auparavant. Le prince qu'ils servaient avait disparu. Quelque chose d'autre regardait à travers ses yeux. Ce qui se passa ensuite dura moins de 30 secondes. Sado abattit l'épée avec une précision exercée. Bingay ne cria même pas. Elle semblait plus surprise qu'autre chose, fixant la blessure en tombant. La robe de soie bleue, celle qu'elle avait si soigneusement protégée, absorba son sang. Les grues dorées devinrent rouges. Sado se tenait au-dessus d'elle, respirant lourdement, tenant toujours l'épée. Il enjamba simplement son corps et continua de s'habiller. « Apportez la robe verte », ordonna-t-il. « Celle-ci est contaminée maintenant. » Les serviteurs s'empressèrent d'obéir, même alors que le sang de Bingay s'accumulait autour de leurs pieds. Une jeune servante commença à pleurer. Sado se tourna vers elle. « Les larmes portent malheur. Arrête immédiatement ou rejoins-la. » Les pleurs cessèrent. Ils l'habillèrent en silence, marchant prudemment autour du cadavre. Quand la cérémonie prit enfin fin, Sado partit pour ses leçons matinales, comme si rien d'inhabituel n'avait eu lieu. Les serviteurs furent laissés avec le corps de Bingay. Le protocole du palais était clair. Les morts dans les quartiers royaux devaient être gérés discrètement. Ils l'enveloppèrent dans la robe ensanglantée qu'elle était morte en protégeant. Quelqu'un devrait dire à sa famille qu'elle était morte d'une maladie soudaine. Quelqu'un d'autre organiserait une compensation. Une affaire courante dans les appartements du prince héritier. Dame Hyeong dut organiser les funérailles pendant qu'il prenait son petit déjeuner. Elle entra dans les appartements pour trouver des serviteurs nettoyant le sang du sol. L'eunuque en chef expliqua ce qui s'était passé. Sa voix soigneusement neutre. Dame Hyeong avait appris à ne pas montrer d'émotion. Tout signe de jugement pourrait atteindre Sado et déclencher un autre épisode. Elle hocha simplement la tête et commença à faire les arrangements. Les funérailles eurent lieu cette nuit-là, en secret. Les morts du palais n'étaient jamais rendus publics, mais Bingay méritait une reconnaissance. Une poignée de serviteurs se rassembla dans le temple du palais. Dame Hyeong
parla brièvement de la dévotion et de la gentillesse de Bing Ae. Personne ne mentionna comment elle était morte. Le registre officiel indiquerait insuffisance cardiaque. La vérité serait chuchotée dans les quartiers des serviteurs, mais jamais écrite. Sado n'assista pas aux funérailles. Il passa cette soirée à brûler d'autres robes, prétendant qu'elles sentaient la mort. Quand un serviteur mentionna le nom de Bing Ae, il sembla sincèrement perplexe. « Qui ?» demanda-t-il. Le serviteur réalisa avec horreur que Sado avait déjà oublié. La femme qui l'avait servi fidèlement pendant des années, qui était morte pour une petite erreur, avait été complètement effacée de sa mémoire. Mais ce n'était qu'un entraînement pour ce qu'il ferait ensuite. La mort d'une concubine favorite ouvrit quelque chose en Sado. S'il pouvait tuer quelqu'un qu'il était censé aimer sans conséquence, qu'est-ce qui l'empêchait de tuer n'importe qui? Les serviteurs remarquèrent un changement après Bing Ae. Il semblait réaliser que son pouvoir était absolu. Personne ne l'arrêterait. Personne ne pouvait l'arrêter. Les rituels matinaux devinrent plus sanglants. Là où il frappait auparavant les serviteurs, il visait maintenant à tuer. Les médecins du palais étaient débordés par les blessures. Les quartiers des serviteurs ressemblaient à une zone de guerre. Les nouveaux recrutés étaient avertis. Servir le prince héritier signifiait accepter qu'on pouvait mourir n'importe quel jour. Certains fuyaient plutôt que d'affronter ces cérémonies matinales. D'autres n'avaient pas le choix. Dame Haegyong tenait un journal privé pendant cette période. Elle écrivait sur la normalisation de l'horreur, comment les serviteurs discutaient des meurtres quotidiens au dîner, comment ils développaient un humour macabre sur qui mourrait demain, comment elle-même avait cessé de sursauter aux cris venant de la chambre d'habillage. La capacité humaine à s'adapter au cauchemar, observa-t-elle, était peut-être la chose la plus terrifiante de toutes, car 3 jours plus tard, il entra dans les quartiers des femmes, portant quelque chose qui traumatiserait le palais pour toujours. Les dames de la cour brodaient paisiblement lorsque le prince héritier Sado entra. Dans sa main gauche, goûtant du sang sur le sol de soie, se trouvait la tête de l'eunuque, Kim Han-che. Les quartiers des femmes étaient censés être un sanctuaire. Le protocole ancien dictait que même le prince héritier avait besoin d'une permission pour y entrer. Mais Sado avait cessé de suivre le protocole depuis des mois. Il fit irruption par les portes cet après-midi-là, les yeux fous et un sourire aux lèvres. Les dames levèrent les yeux de leur ouvrage. Puis elles virent ce qu'il portait. Les cris commencèrent immédiatement. Kim Han-che avait été un eunuque senior, âgé de 60 ans, servant le palais depuis l'enfance. Ce matin-là, il avait commis une erreur fatale. Il avait suggéré que Sado était trop malade pour assister à une cérémonie. « Votre Altesse semble fatiguée », avait-il dit doucement. « Peut-être que le repos serait sage. » La réponse de Sado fut de saisir l'épée ornementale accrochée au mur. Ce qui se passa ensuite se déroula dans le couloir du ministère, en pleine vue de dizaines d'officiels. La décapitation ne fut pas nette. 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 La décapitation ne fut pas nette.
La décapitation ne fut pas nette. « Regardez » annonça-t-il aux dames terrifiées. « Voyez ce qui arrive à ceux qui questionnent ma santé. » Il tenait la tête en l'air, la tournant pour que tout le monde puisse voir le visage de Kim. Certaines femmes s'évanouirent. D'autres se pressaient contre les murs, essayant de disparaître. Sado semblait ravi de leur terreur. Il marchait parmi elles, rapprochant la tête de leur visage, riant quand elles reculaient. Il souriait en la tenant en l'air pour l'exhiber. « Kim pensait que j'étais faible », expliqua-t-il d'un ton conversationnel. « Mais regardez qui est faible maintenant. » Il secouait la tête pour souligner son propos. Du sang éclaboussa les robes de soie blanche. Une jeune dame, à peine âgée de 15 ans, commença à hyperventiler. Sado le remarqua et s'approcha d'elle. « Ne trouves-tu pas qu'il est mieux ainsi ?» demanda-t-il. Plus honnête. Le corps ment, mais la tête dit la vérité. Dame Hee-kyung arriva pour trouver le chaos. Des femmes disaient blotties dans les coins, sanglotant. Du sang s'accumulait sur les tapis précieux. Et son mari se tenait au centre, tenant toujours son trophée, discutant de philosophie avec la tête coupée. Elle s'était entraînée à ne pas réagir à sa violence, mais cela dépassait tout ce qu'elle avait vu auparavant. Elle devait gérer cela avec prudence. Un mot mal placé pourrait ajouter sa tête à sa collection. « Votre Altesse, » dit-elle calmement, « les ministres vous attendent dans la salle du trône. » C'était un mensonge, mais la routine le touchait parfois. Sado la regarda, puis la tête, comme s'il se rappelait où il était. « Ah oui, la réunion, » dit-il. « Kim devra la manquer. » Il rit de sa propre plaisanterie. Puis il laissa tomber la tête sur un cadre de broderie. Le motif délicat de phénix disparut sous le sang. Dame Hee-kyung ne pouvait pas crier. Cela pourrait le mettre en colère. Elle conserva son sang-froid pendant que Sado partait, fredonnant pour lui-même. Ce n'est que lorsque ses pas s'évanouirent qu'elle se permit de respirer. Les dames restaient figées. Quelqu'un devait prendre les choses en main. Elle ordonna aux serviteurs de retirer la tête, de nettoyer le sang, de brûler la broderie contaminée, des actions routinières pour gérer une horreur hors du commun. Les dommages psychologiques se propagèrent dans le palais comme une maladie. Les dames qui avaient assisté à la scène ne pouvaient plus dormir. Elles voyaient le visage de Kim dans leurs rêves. Certaines demandèrent des transferts vers des domaines éloignés. D'autres développèrent des troubles nerveux, sursautant au bruit soudain, incapables de tenir une aiguille steady. Les quartiers des femmes, autrefois remplis de rires et de commérages, devinrent silencieux. Tout le monde écoutait les pas de Sado. À partir de ce jour, aucune femme du palais ne se sentait en sécurité. Sado avait brisé la frontière ultime. Les quartiers des femmes n'étaient même plus un sanctuaire. Il pouvait apparaître à tout moment, portant n'importe quelle horreur. Les dames voyageaient en groupe, postant des guetteurs, elles développèrent des itinéraires d'évasion, des cachettes. Certaines gardaient des dagues cachées dans leurs robes, non pour le combattre, mais pour elles-mêmes si elles étaient acculées. L'incident de la tête marqua une nouvelle phase dans la folie de Sado. Il découvrit le pouvoir de la violence théâtrale. Tué en privé, alors que le meurtre public avait un tel impact, il commença à mettre en scène des exécutions élaborées. Un serviteur qui renversa du thé fut noyé dans la fontaine pendant que les courtisans regardaient. Un musicien, qui joua une fausse note, fut étranglé avec les cordes de son propre instrument pendant un concert. La nouvelle de la tête coupée parvint enfin au roi Yongjo. Sa réponse glaça la cour, plus que la violence de Sado. « Le prince héritier maintient la discipline », dit-il. Peut-être que l'eunuque était en effet impertinent. Le message était clair, le roi n'interviendrait pas. Tout le monde dans le palais était livré à lui-même. La protection ne viendrait pas d'en haut.
Les femmes s'adaptèrent du mieux qu'elles purent. Elles créèrent des réseaux d'alerte. Des signaux secrets pour indiquer la position et l'humeur de Sado. Elles embauchèrent des goûteurs de nourriture. Pas pour le poison, mais pour s'assurer que les serviteurs survivent au service des repas. Elles apprirent à broder d'un œil sur la porte, prêtes à fuir. L'art qu'elles créaient pendant cette période était notablement sombre. Les phénix devinrent des corbeaux. Les fleurs se transformèrent en épines. Sa propre épouse dut désormais gérer quelque chose d'impensable. La bureaucratie de la série de meurtres de son mari. Chaque matin, le premier devoir de Dame Haegyong était de vérifier le compte des morts de la nuit. Mardi, 2 serviteurs. Mercredi, un eunuque et une dame de cour. Jeudi, aucun, grâce au ciel. Vendredi, 3. Le registre reposait sur son bureau, relié en soie noire. À l'intérieur, des colonnes soigneusement tenues suivaient les victimes du prince héritier. Nom, date, position, manière de la mort, compensation payée aux familles. Ce qui avait commencé comme une gestion de crise était devenu une administration de routine. Dame Haegyong avait créé une bureaucratie du meurtre, complète avec formulaires, procédures et budgets. Le système de compensation évolua par essai et erreur. La famille d'un serviteur recevait 15 yang d'argent. Les travailleurs qualifiés comme les couturières valaient 75 yang. Les eunuques, n'ayant pas de famille, voyaient leur compensation aller à des dons au temple en leur nom. Elles tenaient des registres méticuleux, s'assurant qu'aucune famille ne soit oubliée. Le trésor du palais questionnait les dépenses. Elle les listait comme « compensation spéciale du ménage ». Embaucher des remplaçants nécessitait des négociations délicates. La rumeur s'était répandue parmi la classe des serviteurs sur les habitudes du prince héritier. Le recrutement devenait presque impossible. Dame Haegyong devait s'offrir des salaires triples, des primes à l'embauche et des indemnités de décès pour remplir les postes. Même alors, beaucoup fuyaient après leur première rencontre avec Sado. Le taux de rotation dans les quartiers du prince dépassait 90%. Elle avait standardisé les taux de compensation par rang. La documentation exigeait un langage spécifique. Jamais assassiné par le prince héritier, mais plutôt expiré pendant le service, ou victime d'un accident malheureux. Elle développa des euphémismes pour chaque type de mort. L'étranglement devenait difficulté respiratoire. Les morts par coup étaient des effondrements soudains. Les décapitations étaient simplement « ne sont plus parmi nous ». Le processus d'entretien pour les nouveaux serviteurs frisait le surréalisme. Dame Haegyong s'asseyait face à des candidats terrifiés, expliquant les dangers du poste. Le prince héritier a des humeurs particulières, disait-elle prudemment. Les serviteurs doivent rester calmes dans des moments difficiles. Elle observait leur visage alors que la compréhension s'installait. Certains partaient immédiatement. D'autres, désespérés pour travailler, acceptaient leur potentielle condamnation à mort. Elle créa des programmes de formation pour la survie. Les nouveaux serviteurs apprenaient à lire les micro-expressions de Sado, identifiant les signes de danger. Ils s'entraînaient à esquiver les objets lancés, mémorisaient les itinéraires d'évasion, développaient des systèmes de binôme pour les tâches dangereuses. Les serviteurs seniors donnèrent des cours sur la gestion du tempérament royal, qui étaient en réalité des leçons pour rester en vie. Le programme incluait les premiers de secours, car les médecins du palais arrivaient souvent trop tard. Les entretiens d'embauche étaient surréalistes. Pouvez-vous rester calme pendant qu'on vous étrangle? Dame Haegyong le formulait plus délicatement. Le poste exige de garder son calme sous une pression extrême, mais les deux parties comprenaient. Elle évaluait leurs réflexes, leur capacité à rester silencieux lorsqu'ils étaient effrayés, leur aptitude à devenir invisibles. Les candidats retenus étaient généralement ceux qui n'avaient là plus rien à perdre.
la gestion financière devenait complexe. Les indemnités de décès, les frais médicaux, les coûts de recrutement et les fournitures de remplacement vidèrent le budget du ménage. Dame Haegyong devenait créative avec la comptabilité. Elle détournait des fonds des budgets de divertissement, déclarait des dépenses vestimentaires pour des robes qui étaient en réalité des paiements de compensation. Listait des coûts alimentaires pour couvrir les frais funéraires. Le comptable du palais soupçonnait, mais ne disait rien. La logistique de l'enlèvement des corps nécessitait une planification minutieuse. Les morts ne pouvaient être cachés, mais ils pouvaient être gérés discrètement. Dame Haegyong établit des relations avec des croque-morts, qui ne posaient pas de questions. Les corps quittaient le palais la nuit par des entrées de service. Les certificats de décès indiquaient des causes vagues. Les familles recevaient des compensations par des intermédiaires qui ne mentionnaient jamais le nom du prince héritier. Mais les corps devenaient de plus en plus difficiles à cacher. Le volume même dépassait ces systèmes. Certains jours voyaient plusieurs morts. Les croque-morts se plaignaient de la charge de travail. Les serviteurs chuchotaient sur les charrettes qui partaient chaque nuit. Les diplomates étrangers remarquaient le nombre inhabituel de maladies soudaines parmi le personnel du palais. La fiction s'effilochait. Dame Haegyong développa une efficacité morbide. Elle présignait des certificats de décès. Elle gardait de l'argent de compensation prêt dans des pochettes étiquetées. Elle maintenait des listes de remplaçants potentiels pour chaque poste. Quand le rapport matinal arrivait, le prince a tué 2 lavandières hier soir. Elle pouvait traiter les morts, compenser les familles et embaucher des remplaçants avant le déjeuner. Le tribut émotionnel était écrasant. Chaque nom dans son registre était une personne qu'elle n'avait pas réussi à protéger. De jeunes serviteurs qui avaient cru en ses promesses d'embauche. Des fidèles serviteurs qui avaient servi la famille pendant des décennies. Des artisans qualifiés dont le seul crime était une excellence qui attirait l'attention de Sado. Elle mémorisait leurs noms. Une litanie de culpabilité récitée pendant les nuits blanches. Parfois, elle interrogeait les survivants, documentant leurs expériences pour la formation future. Leurs histoires étaient des cauchemars. Une couturière décrivit avoir vu Sado tuer 3 collègues avant que son tour n'arrive, sauvé seulement par une soudaine distraction de sa part. Un cuisinier expliqua comment il avait survécu à des accusations d'empoisonnement en mangeant tout le repas devant le prince. Ces témoignages devinrent du matériel pédagogique. Les autres ménages royaux observaient avec horreur et fascination. Ils débauchaient les survivants entraînés de Dame Haegyong, offrant de meilleurs postes loin du danger. Elle ne leur en voulait pas. Si elle avait pu fuir, elle l'aurait fait. Mais les princesses héritières ne peuvent pas démissionner. Elle était piégée dans son enfer administratif, gérant la mort avec la même efficacité que d'autres géraient des fêtes, car le roi Yongzhou commençait à entendre des murmures sur ce que son fils était devenu. Le rapport sur le bureau du roi Yongzhou était clair. Votre fils a tué au moins 200 personnes. Il agresse des femmes quotidiennement. Il ne peut être autorisé à s'approcher du trône. Votre Majesté, quels sont vos ordres? Le ministre Kim Kuiju avait tout risqué en compilant ce rapport. Pendant des mois, il avait documenté les crimes de Sado, interrogeant les survivants, comptant les morts, rassemblant des preuves que même le roi ne pouvait ignorer. Le document comptait 40 pages, chacune décrivant des horreurs qui auraient signifié une exécution immédiate pour n'importe qui d'autre. Mais c'était le prince héritier. Des règles différentes s'appliquaient. Yongzhou lut en silence. Ses conseillers observaient son visage changer. Incrédulité, colère, chagrin, défilant sur les traits du vieux roi. Il avait rejeté les rapports précédents comme des exagérations. Sûrement son brillant fils, l'enfant qu'il avait façonné par une éducation rigoureuse, ne pouvait pas être le monstre décrit dans ces pages.
Mais l'épreuve était accablante. Nom, date, témoignage de témoins. La vérité était indéniable. « Laissez-moi », ordonna le roi. Les ministres sortirent en file, laissant Yongjo seul avec le rapport dévastateur. Il resta assis pendant des heures, lisant et relisant. Chaque page révélait de nouvelles horreurs. Son fils n'avait pas seulement tué, il avait torturé, mutilé, terrorisé. Le garçon qu'il avait élevé pour incarner la vertu confucéenne était devenu tout ce que ses enseignements rejetaient. Le rapport sur le bureau du roi Yongjo était clair. Votre fils a tué au moins 200 personnes. Il agresse des femmes quotidiennement. Il ne peut être autorisé à s'approcher du trône. Votre Majesté, quels sont vos ordres? Le ministre Kim Kwi-ju avait tout risqué en compilant ce rapport. Pendant des mois, il avait documenté les crimes de Sado, interrogeant les survivants, comptant les morts, rassemblant des preuves que même le roi ne pouvait ignorer. Le document comptait 40 pages, chacune décrivant des horreurs qui auraient signifié une exécution immédiate pour n'importe qui d'autre. Mais c'était le prince héritier. Des règles différentes s'appliquaient. Yongjo lut en silence. Ses conseillers observaient son visage changer. Incrédulité, colère, chagrin, défilant sur les traits du vieux roi. Il avait rejeté les rapports précédents comme des exagérations. Sûrement son brillant fils, l'enfant qu'il avait façonné par une éducation rigoureuse, ne pouvait pas être le monstre décrit dans ces pages. Mais les preuves étaient accablantes. Nom, date, témoignage de témoins. La vérité était indéniable. « Laissez-moi », ordonna le roi. Les ministres sortirent en file, laissant Yongjo seul avec le rapport dévastateur. Il resta assis pendant des heures, lisant et relisant. Chaque page révélait de nouvelles horreurs. Son fils n'avait pas seulement tué, il avait torturé, mutilé, terrorisé. Le garçon qu'il avait élevé pour incarner la vertu confucéenne était devenu tout ce que ses enseignements rejetaient. La loi était claire concernant l'exécution des royaux. Cela ne se faisait tout simplement pas. En 500 ans de règne Joseon, aucun prince héritier n'avait été formellement exécuté. Le précédent détruirait l'autorité royale. Si les princes pouvaient être tués comme des criminels ordinaires, qu'est-ce qui les séparait des hommes ordinaires? Toute la structure de la royauté divine s'effondrerait. Pourtant, laisser Sado hériter du trône signifiait lâcher un fou sur la Corée. Si Sado était exécuté comme un criminel, son jeune fils mourrait aussi. C'était la partie la plus cruelle de la loi Joseon. Les arbres entachèrent des lignées entières. Le fils de Sado, Jongjo, âgé de 10 ans, innocent de tout crime, serait étranglé aux côtés de son père. L'idée de tuer son petit-fils rendait Yongjo physiquement malade. Mais les garder en vie signifiait que Sado pourrait tuer des centaines d'autres. Le roi convoqua ses conseillers les plus proches pour des consultations secrètes. Ils débattirent toute la nuit. Certains suggérèrent l'exil, envoyer Sado sur une île reculée. D'autres proposèrent l'enfermement, l'enfermer dans les quartiers du palais pour toujours. Quelques âmes courageuses murmurèrent sur le poison, en le faisant passer pour naturel. Mais chaque solution avait des failles fatales. L'exil signifiait que Sado pourrait revenir. L'enfermement nécessitait des gardes qu'il finirait par tuer. Le poison risquait d'être découvert et de provoquer un scandale. Le ministre Hong Bong-han suggéra l'impensable. Et si le prince mourait, mais pas par exécution, la pièce devint silencieuse. Tout le monde comprit. Si Sado mourait sans accusation formelle, son fils serait épargné. Ce serait un meurtre déguisé en autre chose. Le roi devrait tuer son propre fils, tout en prétendant que c'était naturel. Le poids moral était écrasant. Les livres de Loas offraient une seule échappatoire. Les textes anciens mentionnaient une punition autoproclamée pour les royaux. Si un prince choisissait la mort,
Pour préserver l'honneur familial, ce n'était pas une exécution. Mais Sado ne choisirait jamais la mort. Il se croyait divin, nommé par le dieu du tonnerre, ce qui signifiait que le choix devrait être fait pour lui. La méthode devrait sembler volontaire, tout en étant forcée. Yongjo vieillit de plusieurs années en quelques jours, alors qu'il luttait avec la décision. Il cessa de manger, ne pouvait pas dormir. Les serviteurs rapportaient qu'il faisait les 100 pas toute la nuit, murmurant des arguments avec lui-même. Il se souvenait de Sado comme d'un tout petit aux yeux brillants, puis lisait un autre rapport de meurtre de serviteurs. Le père en lui criait pour la clémence. Le roi savait que le devoir exigeait une action. Le catalyseur final survint lorsque Sado tua Dame Park, une des assistantes de la reine. Elle avait été comme une famille, servant le ménage royal pendant 40 ans. Sado l'étrangla pour avoir suggéré qu'il semblait fatigué. Quand Yongjo vit son corps, quelque chose se brisa. Son fils n'était pas juste fou. Il accélérait, tuant de plus en plus près du noyau familial. Combien de temps avant qu'il ne s'en prenne à la reine, à Yongjo lui-même? Yongjo ordonna qu'un coffre à riz en bois soit apporté. Le choix de la méthode était délibéré. Ces coffres étaient destinés au stockage, pas à l'exécution. Personne ne pourrait prétendre que le roi avait préparé un équipement d'exécution. C'était simplement un conteneur qui se trouvait être disponible. La fiction était mince, mais les fictions légales le sont souvent. L'important était de sauver le fils de Sado des conséquences. Le roi passa sa dernière nuit avant la décision en prière. Il brûla de l'encens au sanctuaire ancestral, implorant le pardon pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Il écrivit des lettres à ouvrir après sa mort, expliquant son choix. Il pleura pour le fils qu'il avait aimé, le fils qu'il avait brisé, le fils qu'il devait maintenant tuer. L'aube arriva trop vite. Le matin du 4 juillet serait magnifique. Ciel dégagé, oiseaux chantants, les jardins du palais en pleine floraison, le genre de matin qui rendait les actes sombres impossibles. Mais Yongjo avait fait son choix. Il s'habilla en blanc de deuil, bien que son fils vivait encore. Il convoqua Sado dans la cour. Le coffre à riz attendait. Le matin du 4 juillet 1762, Yongjo prononcerait les mots qui hantent Kulkanut, l'histoire coréenne. Sado, entre. Jour 1, sa voix était forte, implorante. Jour 2, rauque à force de crier. Jour 3, des murmures. Jour 4, seulement des bruits de grattement. Jour 5 à 7, des gémissements occasionnels. Jour 8, silence. L'ordre vint à midi. Sado avait été convoqué pour discuter des affaires d'État, arrivant en robe formelle, inconscient que c'était sa dernière marche. Quand il vit le coffre à riz dans la cour, la confusion traversa son visage. Puis son père prononça ces 3 mots. Sado, entre. Le prince rit, pensant à une étrange plaisanterie. L'expression du roi tua cet espoir instantanément. Père, qu'est-ce que c'est? La voix de Sado portait déjà la peur. Il avait terrorisé les autres pendant des années, mais n'avait jamais fait face aux conséquences. Maintenant, son père se tenait devant lui, avec la mort dans les yeux. Entre, répéta Yongjo. Les gardes avancèrent. La réalité s'abattit. Ce n'était pas une punition, c'était une exécution. S'il vous plaît, Sado tomba à genoux. Je vais changer. Je sais que j'ai fait du mal. L'ironie était cinglante. L'homme qui n'avait montré aucune clémence en demandait maintenant. Je vais arrêter les meurtres. Je prendrai des médicaments. Je partirai. Ces promesses jaillissaient, désespérées, et probablement sincères. La peur avait rendu Sado lucide pour la première fois depuis des années. Mais il était trop tard. Les gardes durent dans le forcer. Sado se battit avec la force de la terreur, mais il était en infériorité numérique. Ils le poussèrent dans le coffre, à peine assez grand pour qu'un homme s'y accroupisse.
Le bois était épais, conçu pour conserver le grain pendant les hivers. Maintenant, il conserverait un prince jusqu'à la mort. Le couvercle se referma. La corde commença à s'enrouler autour, le scellant à l'intérieur. « Père, père, s'il vous plaît. » Sa voix résonnait de l'intérieur, étouffée, mais audible. « Je suis votre fils, votre seul fils vivant. » Cette dernière phrase était calculée pour blesser, rappelant à Yongjo son premier prince mort. Cela fonctionna. Le roi tressaillit, mais les cordes continuèrent de s'enrouler, encore et encore, créant une prison inescapable. Un coffre de stockage transformé en le dispositif d'exécution le plus lent imaginable. La troisième nuit, il appela son fils. « Jongjo, laissez-moi voir mon garçon. » L'enfant fut tenu à l'écart, bien qu'il pût entendre les cris de son père. Dame Hyeong tenait son fils alors qu'il sanglotait, essayant d'expliquer pourquoi grand-père faisait cela. Comment expliquer à un enfant de 10 ans que son père mourait dans une boîte à 20 mètres de là, que c'était pour le mieux? Que l'amour ressemble parfois à de la cruauté. Le coffre fut déplacé dans le palais supérieur pour minimiser les sons. Mais les murs du palais résonnent. Les serviteurs vaquaient à leurs tâches en essayant d'ignorer les grattements, les supplications, la voix qui s'affaiblissait progressivement. Certains se bouchaient les oreilles avec du tissu. D'autres trouvèrent des raisons de travailler dans des bâtiments éloignés, mais tout le monde entendait. Le bruit des ongles sur le bois porte plus loin que les cris. Les sons de grattement suggéraient qu'il essayait de creuser à travers. L'intérieur du coffre à riz montrerait plus tard des entailles profondes, où Sado avait déchiré ses doigts en sang contre le bois. Il essaya chaque coin, chaque jointure, cherchant une faiblesse. Les constructeurs avaient trop bien fait leur travail. Le coffre qui pouvait préserver le riz pendant des années ne céderait pas à des doigts désespérés. Au 4e jour, les mots devinrent rares. Parfois un nom, celui de son fils, de sa femme. Occasionnellement, celui de son père. Mais surtout, des sons, respirations, grattements. Des chocs occasionnels, alors qu'il changeait de position dans l'espace exigu. Le corps humain peut survivre peut-être 3 jours sans eau. Dans la chaleur de juillet, enfermé dans une boîte sans air, la déshydratation viendrait plus vite. Même les gardes pleuraient au 5e jour. C'étaient des soldats endurcis qui avaient vu la mort. Mais ceci était différent. C'était un prince qu'ils avaient vu grandir, mourant maintenant par pouces dans une boîte en bois. Ils restaient à leur poste, des larmes coulant, écoutant des sons qu'aucun humain ne devrait produire. Certains demanderaient plus tard des transferts, incapables de servir dans un palais hanté par ces 8 jours. Le 6e jour apporta des orages. L'ironie n'échappa à personne. Le prince qui craignait le tonnerre mourait alors qu'il grondait au-dessus. L'entendait-il dans son délire? Pensait-il que les gongs étaient enfin venus? La pluie tambourinait sur le couvercle du coffre. À l'intérieur, Sado était au-delà de la peur, au-delà de la pensée. Réduit à des fonctions biologiques de base, échouant une à une, le 7e jour fut calme. Des gémissements occasionnels, de plus en plus faibles. Les gardes débattaient. Était-il inconscient ou préservait-il ses forces? Devraient-ils signaler le silence croissant, mais leurs ordres étaient clairs. 8 jours. Pas 7, pas 9. 8 jours pour assurer la mort, tout en maintenant la fiction qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, survivre. Une exécution légale prenait des moments. Celle-ci devait être absolue. Le 8e jour apporta le silence. Pas de grattement, pas de respiration audible à travers le bois. Les gardes attendirent jusqu'à midi, exactement 8 jours après que Sado était entré. Puis ils coupèrent les cordes. Le couvercle s'ouvrit pour révéler le prince héritier Sado. 27 ans,
mort en position fétale. Ses doigts étaient des moignons ensanglantés. Son visage était tordu dans une expression qui entrait ceux qui le virent. Mais la mort de Sado ne serait pas la fin. Elle le transformerait en quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Aujourd'hui, à Séoul moderne, les chamans allument de l'encens et psalmodient son nom. Muijudagum, le prince fou qui a tué des centaines de personnes, est maintenant un dieu qui protège les innocents. Quelle ironie! La transformation commença immédiatement après sa mort. Le roi Yongjo, submergé par le chagrin et la culpabilité, restaura posthumément l'honneur de Sado. L'homme qu'il avait tué comme un criminel fut réenterré comme un prince. La fiction continua. Sado était mort d'une maladie, le coffre à riz jamais mentionné dans les registres officiels. Mais tout le monde savait. La vérité se répandit en murmures, grandissant à chaque récit. Le prince héritier Yongjo monta sur le trône en 1776, et ses premiers mots en tant que roi choquèrent tout le monde. « Je suis le fils du prince Sado. » Pas l'attendu. « Je suis le petit-fils du grand Yongjo. » Il revendiqua son père publiquement, forçant la cour à reconnaître l'homme qu'ils avaient essayé d'oublier. Yongjo passa tout son règne à réhabiliter la mémoire de son père. La forteresse Hwaseong se dresse aujourd'hui comme un monument à cette réhabilitation. Yongjo ordonna sa construction en 1794, prétendant qu'il avait besoin d'une nouvelle ville pour honorer son père, mais regardez de plus près. Les murs de la forteresse mesurent exactement 5744 mètres, 1 mètre pour chaque jour, vécu par Sado. Les portes sont orientées dans les directions que Sado craignait. Toute la structure est un mémorial massif, déguisé en architecture militaire. 700 000 ouvriers construisirent une forteresse pour un fou. Yongjo vida le trésor national pour la construction. Quand les ministres protestèrent contre le coup, il leur rappela de qui il était le fils. La menace était implicite. Opposez-vous à moi et affrontez la folie génétique que vous craignez. La forteresse s'éleva en seulement 2 ans, un témoignage de l'obsession royale à réécrire l'histoire. Dame Hyeong survécut à tous. Elle survécut à son mari fou, à son beau-père coupable, même à son fils dévoué. Dans ces années 70, elle écrivit des mémoires qui disaient la vérité. 4 volumes détaillant l'horreur, la folie, les choix impossibles. Elle écrivit avec une honnêteté implacable sur l'homme qu'elle avait aimé et craint. Ses mémoires, le Han Jong-rok, restent le document historique le plus bouleversant de la Corée. Mais la transformation la plus étrange se produisit dans l'underground spirituel de la Corée. Les chamans commencèrent à rapporter des visions de Sado, non pas le prince fou, mais un esprit protecteur. Il apparaissait aux femmes assassinées, les avertissant du danger. Il possédait les chamans pendant les rituels, parlant de justice pour les abusés. Le tueur était devenu protecteur, le monstre transformé en gardien. Les chamans disent que son esprit est paisible maintenant. Ils prétendent que le coffre à riz l'a purifié. Les 8 jours de souffrance ont brûlé la folie. Il émergea dans la mort comme l'homme qu'il n'avait jamais pu être dans la vie. Compatissant, protecteur, puissant mais contrôlé, il lui offre du riz. L'ironie n'échappe à personne, et de robe de soie dans leur cérémonie. Il n'accepte jamais ses vêtements fantomatiques. Les praticiens humains l'appellent Mujudegum, l'esprit guerrier. Il l'invoque pour se protéger contre la violence domestique. Les femmes fuyant des maris abusifs laissent des offrandes à ces sanctuaires. La logique est tordue, mais puissante. Qui mieux pour protéger des hommes violents et fous que le plus célèbre des hommes violents et fous de l'histoire? Il connaît les signes, il reconnaît le danger, il intervient.
L'interprétation psychologique est fascinante. La Corée a transformé son traumatisme en protection. Pour traiter l'horreur de la vie de Sado, ils l'ont réimaginé dans la mort. Les rituels de possession chamanique permettent aux gens d'exprimer leurs propres abus à travers son histoire. Il devient un vecteur pour discuter de la violence, de la maladie mentale et du dysfonctionnement familial. Des sujets encore tabous dans la société coréenne. 700 000 ouvriers construisirent une forteresse pour un fou. Mais c'est peut-être là le point. Peut-être que le traumatisme massif nécessite des monuments massifs. Jong-jo ne pouvait pas ressusciter son père, mais il pouvait construire quelque chose d'aussi énorme, d'aussi permanent, que l'oubli devenait impossible. Chaque pierre disait « Ceci s'est produit, cet homme a existé, cette douleur était réelle ». Le gouvernement tenta de supprimer le culte chamanique autour de Sado. Dans les années 1970, les campagnes de modernisation ciblaient les pratiques superstitieuses, mais le culte persista, passa dans la clandestinité, émergea plus fort. On ne peut pas légiférer contre le traumatisme. On ne peut pas moderniser le chagrin jusqu'à l'inexistence. Les cérémonies continuèrent dans des sanctuaires cachés, des maisons privées, partout où la douleur avait besoin de témoins. Les sanctuaires de Mujudegum aujourd'hui sont légaux, même populaires. Des groupes de touristes visitent, laissant des offrandes. Le prince fou vend des amulettes de protection et des rituels de guérison. Son image, aseptisée, idéalisée, apparaît sur des cartes de prière. Personne ne mentionne les meurtres. Les gardiens des sanctuaires parlent vaguement de difficultés dans la vie et de surmonter les épreuves. L'horreur a été métabolisée en quelque chose de gérable. Mais les chamans se souviennent. Dans leur rituel de possession, Sado parle du coffre à riz. Il décrit les 8 jours, la lente agonie, le moment de la transformation. À travers leur voix, il pardonne à son père. Il s'excuse auprès de ses victimes. Il promet protection aux vulnérables. C'est une thérapie déguisée en théologie, une guérison enveloppée de mysticisme. Ce qui nous ramène à ce coffre à riz et au son des ongles sur le bois. Nous sommes de retour dans cette cour, le 4 juillet 1762. Le grattement à l'intérieur du coffre continue. Mais maintenant, nous comprenons que ce n'est pas juste un père tuant son fils. C'est la fin d'une tragédie de 27 ans, qui a commencé au moment où un enfant de 15 mois a reçu une couronne impossible. À l'intérieur de cette boîte en bois, le prince héritier Sado est en train de mourir. Mais pensez à ce qui meurt avec lui. L'enfant brillant qui mémorisait des poèmes à 3 ans. Le garçon terrifié qui voyait des dieux dans les orages. Le jeune homme qui brûlait des robes de soie pour apaiser les fantômes. L'époux qui a tué la femme qu'il aimait pour un pli mal fait. Le père qui a traumatisé son propre fils. Tous ces Sado sont comprimés dans cet espace suffocant. Le roi Yongjo se tient dans la cour, des larmes coulant sur son visage. Il n'écoute pas seulement son fils mourir. Il entend l'écho de chaque mot dur, chaque norme impossible. Chaque moment où il a choisi la perfection plutôt que la compassion. Le grattement sonne comme une accusation. Tu m'as fait ainsi. Tes attentes m'ont brisé. Ton amour était conditionnel et les conditions étaient impossibles. La tragédie s'étend sur des générations. Yongjo a hérité du traumatisme de son père et l'a transmis à Sado. Sado l'aurait transmis à Jongjo. Mais le coffre à riz a brisé la chaîne. Parfois, la clémence ressemble à un meurtre. Parfois, l'amour exige de lâcher prise. Parfois, la chose la plus gentille qu'un parent puisse faire est de s'assurer que leur maladie meurt avec eux. Mais le traumatisme trouve des moyens de survivre. Jongjo a hérité de blessures différentes. La culpabilité du survivant, le besoin obsessionnel de réhabiliter son père, la peur constante de sa propre folie potentielle.
Il mourut jeune, peut-être empoisonné, laissant derrière lui des monuments architecturaux à un chagrin non traité. La forteresse Marcy Young se dresse comme une preuve que la douleur exige une commémoration. Dame Hee-gyung vécut le plus longtemps, portant les histoires de tous. Elle vit son mari sombrer dans la folie. Elle compta ses victimes. Elle tint son fils, alors que son père mourait, dans une boîte. Elle leur survécut tous et écrivit tout, s'assurant que la vérité survive au mensonge. Ses mémoires sont leur propre monument.